avait 119 000 fous furieux qui étaient contre nous, quoi. Et ça, ce souvenir-là, déjà, il est là-haut, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes, deuxième volet de notre épisode avec Jean Castaneda El Gato, le légendaire portier stéphanois et aussi de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France. On va parler aujourd'hui de sa deuxième partie de carrière à Saint-Étienne, la descente puis la remontée en D1 et bien entendu son année à Marseille ponctuée par ce légendaire match aller-retour de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Benfica de Lisbonne. C'est parti. Ce qui est étrange quand même après cette Coupe du Monde, c'est que Hidalgo fait complètement tabula rasa de tous ses gardiens. Donc Baratelli, évidemment, ne remettra plus les pieds en équipe de France. Ettori a une sélection contre la Pologne et puis il fait un match... Non, c'est moi qui jouais contre la Pologne. Non, contre la Pologne après la Coupe du Monde. Il y a un match Oui, amical. j'y étais, moi aussi. Ah, toi aussi À tu as Paris. joué. D'accord. Ouais, Et je crois qu'on a fait une mi-temps chacun. Ouais, Ah, oui, d'accord. ok. D'accord. Vous êtes tous les deux réessayés pour la Pologne. Donc toi, ton dernier match, c'est contre la Hongrie. Et puis après, voilà, les trois alors, gardiens de c'était la 82 Hongrie, peut-être. disparaissent. En tout cas, d'après le site de la Fédération française, tu joues le match Ouais, contre la je sais 4e plus. place. Ensuite, tu as le match contre la Hongrie. Dans mes souvenirs, Ettori perd 4-0 contre la Pologne. Je crois que c'est le premier match post-Coupe du Monde. Et puis, il n'est plus jamais rappelé. Et donc voilà, donc du coup, toute la génération de 82 des gardiens de but disparaît, quoi. Tu expliquais qu'après, il y a effectivement une situation compliquée à Saint-Étienne. L'affaire de la caisse noire, il y a la descente. Tu restes loyal au club. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, tu te dis que tu as conscience que c'est la fin de ton aventure en équipe de France, alors que tu disais toi-même que tu pensais qu'Hidalgo te préservait un peu pour que tu sois le futur titulaire? Tu sais, quand à un moment donné, tu as une décision à prendre, tu la prends à un moment T, en imaginant, pour mon cas, c'est de voir ce qui se passait autour de toi, proche de toi, c'est-à-dire Ouais. proche de toi, Saint-Étienne, ma famille, tout ça. Et après, l'équipe de France, c'est lointain. En plus, je restais sur une mauvaise sensation avec l'équipe de France. Donc, et le fait de rester à Saint-Étienne, je ne me suis pas dit, si je reste à Saint-Étienne, je ne vais plus en équipe de France. C'est Ouais. après que tu t'en aperçois. Sur le coup, ça n'a pas été un critère de choix de ma part, quoi. L'équipe de France, ça n'a pas été un critère, quoi. Et est-ce que tu regrettes un petit peu d'avoir été loyal à Saint-Étienne? Parce que j'imagine que tu dois avoir quand même d'autres offres après la Coupe du Monde ou même lors de tes 14 ans à Saint-Étienne. Ouais. Ouais, j'ai eu des offres, mais voilà, quoi. Je suis né à Saint-Étienne. Bon, mon parcours stéphanois est quand même assez atypique. Voilà, quoi. C'était dire merci ou pas dire merci, ou continuer, peut-être aussi dans une forme de confort, parce que j'étais chez moi, j'étais dans mon Ouais. stade, j'étais Avec ta famille. peut-être inconsciemment, c'était un peu un choix de facilité, on va dire. Ouais. Mais bon, non, je regrette absolument pas. C'est parce que j'ai vécu des moments encore en deuxième division extraordinaires, quoi. On a fait des choses en deuxième division où on est resté 25 matchs en défaite, où on a fait un quart de finale contre Lens. Non, un huitième de finale à Lens. C'était aller-retour en Coupe de En Coupe de France. France. Il y avait 40 000 à Lens, 40 000 à Saint-Étienne. On avait gagné, on était en deuxième division. Après, on fait les quarts de finale contre Lille à la maison. On gagne 1-0. Il y avait 40 000 personnes. On va à Lille, 40 000 personnes. Et là, on perd. Mais bon, peu importe. Mais il y a eu des moments. Ouais. Puis la femme est revenue à Saint-Étienne à ce moment-là. D'accord. Ça, c'était la première année de deuxième division. Tu pars au bout de 14 ans à Marseille, 89-90. Qu'est-ce qui te décide finalement à franchir le pas? Ah ben, c'est simple. Herbin voulait plus de moi. Ah, t'as une Kurkovic. Une Kurkovic. D'accord. Hein, C'est une Kurkovic. Exactement la même chose. Ok. voilà, il voulait plus de moi. Donc, Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, après, c'est mon sentiment, c'est peut-être pas le vrai sentiment, je ne sais pas ce qui s'est passé ou je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression que, après, bon, il a été à l'origine quand même beaucoup de la caisse noire. C'était sûr. Ouais.
Voilà. Donc, il est parti de Saint-Étienne pas dans les meilleures conditions, quoi. Hein. Je veux dire, les gens beaucoup de personnes étaient contentes de le voir partir. Et puis, après, il est allé à Lyon, il est allé à Strasbourg, il est allé en Arabie Saoudite. Enfin, il a beaucoup voyagé. Et pendant ce temps, moi, je suis resté à Saint-Étienne avec le slogan "Moi, je reste", et je suis vraiment resté. Donc, j'ai pris une place importante dans le cœur des Stéphanois. Lui, en revenant, bon, il était un peu moins considéré que ce qu'il était avant qu'il parte, quoi. Donc, et je pense qu'au bout d'un moment, ça l'a gavé, quoi. Ouais, il y avait un peu d'ego, quoi. Je pense, oui. Et comment tu le prends quand on t'annonce que tu dois partir? C'est-à-dire, Comment ça on se passe m'annonce pas. déjà? Comment on te l'annonce? On me l'annonce pas parce que bon, donc j'étais titulaire. Il s'est passé à peu près le même que Kyoko. C'est-à-dire au bout de 4 matchs, me fait venir dans son truc. Il me dit bon, il y a un problème dans l'équipe, je ne trouve pas la solution, donc je te vire. Qu'est-ce que c'est que ce management? Bon, Ok. donc c'est bien. Il me dit ouais, tu comprends, ça fera le choc psychologique et tout ça et tout. Je dis bon, si j'ai bien compris, le problème c'est moi, quoi. C'est pas. Non, c'est pas ça, c'est que faut que je fasse quelque chose, et voilà, j'ai décidé de faire ça. Bon, puis je voyais que de toute façon, la décision était prise, donc je suis remplaçant. Les résultats sont pas meilleurs quand je suis pas là. Je rentre à nouveau dans le truc. Et Ah oui, puis, d'accord. Tu reviens dans l'équipe type. Tu reviens dans le. voilà, Ouais. je reviens, mais ça, c'est la saison 87-88. Donc, je reviens dans l'effectif. Non, c'est la saison 88-89, parce que moi, je suis parti. Ouais, Je tu suis parti pars à l'intersaison, il me semble. Hein. 89-90. Ouais. J'arrive à Marseille en 89, voilà. Donc, je réintègre l'équipe. Et là, premier match que je fais, on gagne, tout ça et tout. Bon, avec Herbin, c'était tendu. Et puis là, j'ai peut-être eu tort. C'est-à-dire que j'ai tendu la main à Herbin. Parce que c'est moi qui faisais l'équipe, c'est moi qui dirigeais les entraînements, c'est moi qui faisais les causeries. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Voilà, il avait complètement Ah oui, d'accord. Tu étais vraiment le abandonné. capitaine complet, en fait. Tu faisais vraiment. Ok. Ah oui, je faisais les causeries, je faisais tout. Voilà. Et donc, à la mi-temps, on avait fait un bon match. Et je le voyais triste dans son coin, le fauteuil, là. Et je vais le voir, je dis alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vous voyais. Et là, je pense que c'était une erreur. J'ai remis le pied à l'étrier. Et voilà, quoi. Donc, et après, je me blesse, je me fais un truc aux ischio, un petit truc. Et puis, je vais voir le kiné. Bon, le kiné qui était proche de Herbin. Il me dit, bon, Jean, t'es claqué, t'en as pour 3 semaines d'arrêt. Je dis, oh, ne me dis pas ça. Parce qu'il savait dans l'état où j'étais, quoi. Si je m'arrête 3 semaines, je suis mort pour Saint-Étienne, quoi. Parce qu'Herbin profite de la situation et il me dit, non, mais c'est le protocole. Donc, Herbin me convoque dans son truc. Il me dit, alors, Jean, t'es claqué, hein, des ischios. Je dis, ouais, c'est ce que Fofo m'a dit. Donc, il me dit, bon, écoute, je suis désolé pour toi, mais je ne peux plus jouer. Bon, ça va. Et donc, on avait une petite trêve. Moi, je connaissais une femme, une rebouteuse. Et donc, c'est le deuxième gardien, qu'on a sur le programme qui va voir une rebouteuse. Le premier, c'était Bertrand Demann. Ah ouais. Et donc, je vais la voir, puis je dis, voilà, elle me regarde et tout. Je dis, bon, c'est simple, moi, dans une semaine, il faut que je cours. Elle me regarde, elle me dit, bon, dans une semaine, tu cours. Je fais les soins, je fais ce qu'elle me dit pendant une semaine, tout ça. On reprend l'entraînement et je me change, et je vais avec l'effectif pro, parce que j'étais pro, je vais avec l'effectif pro. Et Herman, il me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, je m'entraîne. Il me dit, mais t'es blessé? Je dis, non, je suis pas blessé. Il me dit, ah bon? Je dis, non, je suis pas blessé. Et j'ai fait les séances normales. J'étais plus blessé, quoi. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle t'avait donné? Enfin, d'abord, premièrement, tu allais souvent voir des rebouteuses? C'était un truc. Jamais, c'était la première fois. D'accord. C'était la première fois. Mais qui te l'avait conseillé alors? Comment tu la trouves? Ouais, ça se trouve pas dans les pages jaunes. Qui te l'avait conseillé, cette rebouteuse? Moi, je la connaissais, mais j'avais jamais été, mais j'avais envoyé des joueurs
D'accord. qui avait des grosses entorses, tout, parce que c'est une Stéphanoise, donc elle habitait à côté de chez moi, je la connaissais, C'est incroyable ces et donc histoires. elle m'a, je sais pas ce qu'elle m'a fait dans le muscle, tout ça, et donc une semaine après, j'étais sur pied. Et tu avais Mais, vraiment pas de douleur. C'était pas non, non, psychologique, vraiment, c'était. ah non, non, puisqu'on a fait une séance physique, on faisait des longueurs, des accélérations, puis je courais, mais à mon rythme, comme d'habitude. Ouais. Je courais. Mais pas plus, pas moins. Et Hein, pas plus, pas moins. Ouais. Pas voilà. plus, pas moins. Donc, mais bon, il m'a dit, ouais, moi, je peux pas prendre le risque de te faire jouer si tu te blesses en match et tout, tu comprends moi, dans quelle position je devais être et tout. Enfin, voilà, quoi, il voulait me. Enfin, surtout, ça n'a aucun sens puisqu'il voulait de toute façon te virer. Donc, si Ouais, tu donc, t'es blessé de que manière tu joues pas plus. ou que tu joues pas, de toute façon, ça changerait pas grand-chose. Hein, donc, effectivement. Ouais, ouais, mais bon, il se cherchait parce que comme j'étais physiquement apte à jouer, ça l'embêtait, quoi. Et moi, c'est ce que je cherchais, quoi, un peu à l'emmerder pour lui dire que, voilà. Ouais. Surtout que j'étais meilleur que le gardien qui m'a C'était remplacé. Beaufreton, c'est ça? Ouais, c'est Beaufreton? ça, ouais. Beau Ouais. Froton, ouais. Et Ouais. Donc, voilà. tu t'entendais bien avec lui ou pas du tout? Avec qui? Avec Beaufreton? Avec Beau Froton? Non, non, je m'entendais ni bien ni mal, aucune relation particulière. Et voilà, et donc à la fin de la saison, moi, il me restait un an de contrat et je reçois un coup de fil de Bernard Juillet. Juste avant la reprise du championnat, pas de l'entraînement du championnat, je m'étais entraîné avec eux, qui me dit voilà, on cherche un gardien de but, ton style, ton type, il y avait, c'était Huard, Gaëtan Huard, ouais, qui s'entraînait, enfin, qui était gardien de l'OM. Il me dit ouais, c'est un jeune et tout. Ce serait bien qu'on trouve un gardien pour l'encadrer, pour le conseiller, pour être Hmm. là présent, être remplaçant aussi, mais surtout apporter une touche globale pour l'encadrer. Il me dit en plus, nous on sait qu'avec Saint-Étienne ça se passe pas bien, ça peut être un beau challenge avec le tapis, avec Marseille, tout ça. Ben, écoute, ça va. Il me dit mais le problème c'est que reste un an de contrat, nous on veut pas Zéro. d'indemnité de transfert. Oui. Alors, je dit, bon, bah, écoute, ça, je m'en occupe. Donc, je suis allé voir le président. Je lui ai dit, voilà, j'ai un club, mais pas d'indemnité de transfert. Il dit, ah ouais, mais tu comprends, il te reste un an. Je dis, non, je comprends pas. Quand il a fallu rester, je suis resté. Donc, Ouais. maintenant, je veux partir, je pars. Je suis resté pour rien, je pars pour rien. Et donc, il m'a fait le courrier. Et à l'époque, donc, j'envoyais, c'était l'époque des vacances scolaires. Et il y avait Bosquier, qui était revenu Ouais. au club, qui était directeur sportif de Saint-Étienne. Et donc, j'ai envoyé mon fils à Roquebrune passer les vacances chez ses grands-parents. D'accord. Et donc, j'ai pris un billet d'avion, Lyon-Nice. Et donc, le billet d'avion, il était sur mon placard. Et un jour, Bosquier, il arrive, et il me dit, bon, par exemple, je voulais le dire à personne où je partais, parce que si je partais à Marseille, le président, il aurait demandé des sous, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et donc, et donc il me dit, Jean, tu veux toujours pas me dire où tu vas? Alors, j'ai dit, bah non, je peux pas. Bernard, je peux pas. J'ai dit, surtout pas à toi, parce que bon. Et il me dit, mais de toute façon, je le sais. Je dis, ah bon? Et comment tu le sais? Il me dit, J'ai ouais, vu j'ai le vu le billet billet d'avion. d'avion. Tu vas à Nice? Et j'ai dit, oui, je vais à Nice, mais tu le dis pas surtout, ouais. Ah, ouais. Et, et donc après, j'ai signé, alors, ce qui est étrange, c'est que j'ai signé avec Marseille à Lyon. C'était, alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce match, c'était le premier match, c'était le match d'ouverture qui avait lieu avec Canal+ avancé. Un vendredi soir, donc. Et, ouais, et Marseille avait gagné 4-1. But de Carlos Moser, un but de Carlos Moser, où il traverse tout le terrain comme Hmm. ça, qui centre, je crois que c'est Francescoli qui centre, et il met un but de la Ouais. tête de fou. Ouais, il avait un timing incroyable, Moser. Il Carlos sautait, Moser. c'était. Ouais. Et donc, j'ai signé mon contrat dans la chambre d'hôtel à Lyon. Pour le coup, sans être trop pénible sur le sujet, tu gagnais plus d'argent à Marseille qu'à Saint-Étienne ou tu t'acceptais une baisse de salaire? Non, c'était pareil. C'est pareil. C'était pareil. Tu signes en ne pensant pas forcément être titulaire. Et du coup, Non, ouais, c'était vraiment ouais, pour encadrer. C'est un côté ouais, ouais, vieux sage, formateur, quoi. quoi.
Ouais, mais moi, comme j'avais passé mes diplômes d'entraîneur, j'étais un peu focalisé sur cette voie-là, quoi. Et 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 ça faisait 14 ans que tu étais à Saint-Étienne, tu débarques dans un autre club un peu différent, mais qui est en pleine transformation. C'est quoi les grosses différences que tu notes entre les deux clubs? bah, déjà l'ambiance, enfin l'ambiance, je veux dire, générale de Marseille, quoi. C'est la L'engouement, ville, quoi. les supporters, enfin, tout ça, quoi. Bon, en plus, venant de Saint-Étienne, mais bon, je sais pas, mais partout où je suis allé, que ce soit bon, à Marseille comme joueur ou dans d'autres villes comme adversaire, j'ai toujours eu de la sympathie de tout le monde. Alors, je ne sais D'accord. pas à quoi c'est dû, mais bon, les supporters, en plus, à Marseille, je suis arrivé, j'ai eu la chance de rencontrer 4 personnes hyper impliquées dans la ville, dans le club, et c'était des journalistes, il y avait 2 journalistes, et puis des gens il y avait un restaurateur, enfin voilà, quoi. Et donc, ça facilite les choses, quoi. Mais c'était, alors, les différences qu'il y a entre les deux clubs, c'est des clubs qui sont complètement différents. Mais je crois que c'est dû surtout à la ville. Tu as Saint-Etienne qui est un peu froid, un peu renfermé. Et puis, tu as Marseille qui est un volcan. Mais les deux, c'est bien, quoi, quand tu gagnes. Tu joues bon, quelques matchs en milieu de saison et puis donc Ouais, Huard se blesse. gravement. Ouais, il se blesse gravement et toi tu es appelé pour les deux plus gros matchs, enfin pour les plus gros matchs de la saison. Ouais, Demi-finale contre le Benfica de Lisbonne en ce qui s'appelle encore la Coupe des clubs champions. c'est ça. Comment tu te mets la tête à l'endroit avant ces matchs qui, alors à l'époque, la Coupe d'Europe, c'était l'objectif de Marseille qui dominait le championnat de France. Comment tu te motives pour ce match? C'est-à-dire que quand on a toujours été dans un esprit de compétition, de performance, bon, je m'entraînais malgré tout souvent, quoi. Je veux dire, je travaillais dans le but. Je n'étais pas complètement dédié à l'entraînement Ouais, ouais. de Gaëtan, quoi. Je travaillais T'étais avec lui. opérationnel, quoi. J'étais opérationnel. Bon, j'ai fait des matchs de première division. Bon, après, à l'époque, je jouais aussi en CFA, en réserve, parce qu'il fallait garder aussi le rythme des matchs. Donc, Bien voilà, sûr. quoi. C'était pas, ça rentrait dans un cadre logique pour garder un remplaçant. Et donc, le premier match, vous gagnez 2-1 à domicile, mais grosse domination marseillaise. Dans mes souvenirs, le match aurait pu être gagné 5-1, 6-1 facilement. Ouais, facile, ouais. Et donc, 2 buts, Sosé Papin. Alors, cette équipe-là, en tout cas, elle est incroyable, hein. Je vais lire pour nos auditeurs, je vais rappeler. Donc, toi, dans les buts, Manuel Amoros, Dimeco Moser en défense, Didier Deschamps, Bruno Germain, Franck Sosé, Tigana, Waddle, Francescoli et Jean-Pierre Papin. Alors, une Mm. équipe exceptionnelle, vraiment qui jouait d'une façon, enfin, qui écrasait tout. Je pense que c'était l'une des plus belles équipes de Marseille, quoi, avec le potentiel, les stars, Francescoli, qui était un type incroyable, Waddle, c'était c'était incroyable, quoi, comme équipe. Il y avait Oui. Foster aussi. Ouais, ouais, mais Derrière. Foster, je crois pas qu'il joue. Je crois pas qu'il joue, mais Non, il effectivement, jouait Foster, pas, mais moi, j'ai fait des matchs avec lui dans la saison. Mm. Il était blessé, il n'était pas blessé. sacré joueur, hein, Foster. Non, vraiment, c'était une équipe Ouais, de malades parce il y avait tout, quoi. Il y avait des brutes, entre ouais, guillemets. Il y avait des techniciens, il y avait des artistes. Enfin, c'était vraiment une équipe extraordinaire. Et ce match retour, j'avais 12 ans à l'époque, peut-être, 11 12 ans. Tous ceux qui l'ont vécu se souviennent de ce coup de poignard, de ce but ouais. de Vata de la main à 7 minutes de Mm. la fin. Et puis ensuite, tout le cinéma de tapis. Et Ouais, rétrospectivement, c'est un peu grotesque de voir qu'il se met à critiquer l'arbitrage en disant que Van Langenhove a été acheté, etc., l'arbitre belge, etc. Bon, toi, tu es sur le terrain, tu es aux premières loges, on voit que tu vois le Vata ouais, prendre le ballon de la main. Il n'y a pas de VAR à l'époque. Donc, pour rappeler aux auditeurs, corner, Vata n'arrive pas à prendre la balle, attaquant angolais, j'ai envie de dire, mais je me souviens plus très bien exactement. non, c'est pas un Brésilien. Peut-être brésilien, alors je me souviens plus, mais en tout cas, Ouais, enfin, il détend son bras droit, ouais, et donc il marque du bras. Vous, en tout cas, tous les joueurs immédiatement voient l'arbitre. Il n'y a pas de VAR à l'époque, personne n'a rien vu, assez bizarrement quand même. Et donc vous êtes éliminé ouais, sur ce match. Ensuite, il y a toute une donc Tapi qui dit que c'est à partir de ce moment qu'il a compris qu'il fallait peut-être changer les méthodes d'influence ouais.
les arbitres, etc. Mais en tout cas, au niveau sportif, toi, tu ressens l'injustice de manière particulière, toi qui étais aussi un peu avec, enfin, tu étais à Séville, quoi. Est-ce que du coup, Ouais. ça te ramène à cette époque-là ou tu vois ça de manière complètement différente? Ben, alors déjà, faut remettre le contexte quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a joué devant 120 000 personnes Ah ouais, au stade. Il y Stade de avait la Louse, 120 ouais. 000 personnes. Et il y avait 119 000 fous furieux qui étaient contre nous, quoi. Et ça, ce souvenir-là, déjà, il est là-haut, quoi. Je veux dire, quand on réfléchit un peu, 120 000 personnes, ça fait un peu de monde, quoi, sur la Canebière. Ouais, ça Et, fait beaucoup de monde, ouais. et après, pour revenir au jeu, je pense inconsciemment, c'est pas qu'on avait perdu ce match, mais inconsciemment, on savait que la grosse erreur, elle s'était passée au Vélodrome. Ouais. Hmm. Au Vélodrome, jamais on doit marquer des buts, on doit marquer des buts. Enfin, voilà. Et alors, je pense qu'inconsciemment, c'était peut-être un peu, voilà. Et puis, et puis après, pour en revenir à l'arbitre, à la main de Mata, je pense pas que l'arbitre soit malhonnête. Je pense qu'il a été incompétent sur son placement, notamment au niveau du corner. Il n'était pas du tout dans une place. Normalement, l'arbitre il doit être le long d'un poteau pour voir justement les joueurs en face de lui, quoi. Pas sur le côté où il peut être gêné par des joueurs qui passent devant, quoi. Voilà. Après, quand on s'appelle Tapi, qu'on investit comme il a pu investir, quand son objectif c'était quand même de gagner une Coupe d'Europe et puis se faire éliminer de cette façon, ça permet quand même une compréhension de quelques mots qu'il lâche comme ça, quoi. Hein. Ouais. Moi, je préfère, je préfère. Alors après, on préfère pas. Mais bon, personnellement, quand j'ai vu les quarts de finale France Afrique du Sud en rugby, j'aurais bien aimé que, mais ça se fait pas dans le rugby, mais qu'on dise quand même que l'arbitre c'était un incompétent majeur, Ouais. sans aller au-delà, mais qu'il était incompétent, quoi. Et je pense que Tapi s'est un peu enflammé, mais c'est ce qu'il voulait dire. Hmm. D'accord. Donc toi, tu passes quand même juste une année à Marseille. Est-ce que tu as un peu conscience des bruits qui courent sur le système tapis qui est peut-être pas encore à pleine vitesse, puis qui commence déjà un petit peu à quand même déjà des petites histoires d'arrangement, etc. Est-ce que toi, en étant à l'intérieur du système, tu sens que ça existe? Tu as t'as des petits doutes? Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une équipe aussi forte, parce qu'elle a toujours été forte, cette équipe. Ouais, Elle a ouais, toujours c'est été forte. incroyable. Et je veux dire, Papin qui marquait 30 buts par saison, Hmm. les gardiens de but qui en prenaient que 10 par saison. Enfin, voilà, quoi. Ouais, C'était un autre niveau, quoi. Hein. Après, moi, j'ai souvenir alors, ça excuse pas, ça explique pas, mais quand même, la mentalité, ça peut expliquer certaines mentalités. Une année, alors je sais pas quelle année, Milan AC, Milan AC avait tout gagné, c'est-à-dire Hmm. Coupe d'Europe, championnat, Coupe d'Italie. Enfin, ils avaient tout gagné. Je crois qu'ils avaient perdu 2 ou 3 matchs dans la saison et tout. Et ils jouent chez eux contre l'avant-dernier. Ils perdent. Ils jouent chez eux contre l'avant-dernier. Ils perdent, Hmm. ce qui permet à l'avant-dernier de se sauver. Surprenant. Ouais. ouais, Alors les journalistes qui sont très intelligents, ils vont voir l'équipe qui est descendue à cause de ce match. Hein. Et là, le président de cette équipe, il a eu cette réflexion en disant on n'a pas eu de chance. Le journaliste, il dit mais d'accord. pourquoi vous avez pas eu de chance? Ben, parce que c'est pas nous qui avons joué contre Milan le dernier match. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Hmm. Mais ces gens-là, ces équipes-là, elles savent que contre Milan, ils ne peuvent pas lutter. Hmm. Ouais, Si, ils vont faire illusion pendant un an, si, mais que de toute façon, ils ne cherchent pas à rentrer en guerre contre Milan. Et le président, il a dit, vous savez, ben, si l'année prochaine on joue contre Milan, à Milan, et qu'ils ont tout gagné, peut-être qu'ils vont se relâcher et qu'on pourra gagner. Ils savaient très bien que, voilà. Et nous, en France,
on fait l'inverse un peu. On cherche des polémiques sur les grands, sur ceux qui gagnent, pour voilà. Et je trouve que c'est pas non plus forcément, ça mène rien à personne. D'accord, donc tu penses que c'était vraiment des polémiques plus qu'autre chose, toutes ces Non, mais histoires. c'est des choses qui sont humaines. Par exemple, on prend Saint-Étienne. Saint-Étienne, on a souvent dit qu'ils étaient avantagés par les arbitres. Oui. Ouais, bon. Mais pourquoi? Saint-Étienne jouait bien. Ils avaient des joueurs qui étaient sûrs de leur force, qui ne faisaient pas chier les arbitres. Ouais. Et ils jouaient contre des équipes comme Nîmes, que c'était des bouchers, qui pensaient qu'à une chose, à casser tout le monde. Ils criaient après les arbitres et tout. Et au bout d'un moment, l'arbitre, il se laissait humainement influencer par l'état d'esprit des deux équipes, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Alors, on a eu Michel Vautreau sur le programme justement récemment qui nous disait que c'était souvent plus les techniciens qui étaient pénibles à gérer plus que les bouchers ou les mecs un peu qui pouvaient être un peu brutal. Ouais, mais bon, Michel, ouais. Mais bon, Michel, moi je sais que j'ai eu des relations extraordinaires avec Michel. Mais c'est pareil, on s'engueulait, mais à l'époque, on pouvait le faire. Moi, je me souviens, une fois, je jouais à Lille et il y a un arbitre qui s'appelait Monsieur Kals. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Un Alsacien. Bien sûr. Un mec super. Un homme peu recommandable de l'Alsace, oui, effectivement. Hein? Un homme peu recommandable d'Alsace. Non, parce que Michel est d'Alsace, c'est pour ça. Je suis alsacien, donc Guillaume aime bien Voilà. charrier cette extraordinaire donc, région. on joue à Lille. On était 0-0 ou on menait 0, je ne sais plus. Et siffle pénalty contre nous. Et forcément, il reste 10 minutes à jouer, tu es énervé, tu es dans le match, tout ça. Donc je vais vers l'arbitre comme ça, et je vois l'arbitre qui va pour mettre la main dans ses poches. Et je l'attrape par les mains comme ça, je le bloque. Et on était nez à nez comme ça, et il me regarde comme ça, et puis il me dit, lève tes mains ou je t'allonge. Il me dit ça, l'arbitre. Avec un accent alsacien ou pas? Ouais, je sais plus. Et je le regarde, et puis dans son regard, j'ai compris qu'il valait mieux que j'enlève les mains. Ouais, c'est marrant. J'enlève les mains, mais tu ne me mets pas de carton. Non, non, je ne te mets pas de carton, mais lève vite les mains. Donc, je lève les mains, siffle le pénalty, donc pénalty. J'arrête le pénalty. Donc voilà, puis il restait 10 minutes, on finit le match, on était contents. Alors on a gagné au match nul, mais en fait c'était un bon résultat. Et on rentre au vestiaire, et j'entends un mec qui me tape sur l'épaule comme ça. Il me dit, c'était l'arbitre. Il me dit, tu me remercies pas? Je dis, excuse-moi. Non, non, mais ça, je m'en fous de ça. Tu me remercies pas? Je dis, remercier de quoi? Il dit, je t'ai fait flamber. Parce que j'ai arrêté le penalty. Il dit, tu pourrais me remercier quand même. Et après, on a gardé de bonnes relations. Et il m'a expliqué qu'il était 5e dan de karaté. Ah ouais. Ah oui, donc d'accord. Il t'aurait défoncé. Donc là, il t'aurait éclaté. Il m'aurait décalqué, complet. Et par contre, l'Alsacien, on avait des arbitres aussi. On a eu Conrad. Ouais. Ça vous parle pas? Si. Conrad, alors lui, sa spécialité, c'était de nous insulter en alsacien. Ah ouais? Ah oui, il y a tout un florilège. Ah, c'est horrible. Ouais. Ah ouais. Mais je trouve que c'est souvent les Alsaciens quand même. Hein. Les arbitres, Wurtz aussi était alsacien. Ouais, Wurtz, c'est un spécimen aussi. Ouais, non, on aime bien l'ordre en Alsace. Hein. Donc, Ouais, et vous n'êtes pas bon en foot. Donc, deux raisons pour lesquelles vous avez des arbitres. Vous n'êtes pas très bon en foot. Et vous aimez bien l'ordre. Ouais. Donc, bon, bah, ça vous met sur l'arbitre. Alors, Jean, je vois qu'il fait froid chez toi. Donc, on va vite, on va terminer rapidement parce que j'ai l'impression que tu es en train de mourir. En train d'attraper froid. On va juste terminer avec les questions mitraillettes. C'est un peu les dernières questions pour terminer l'entretien. C'est à l'instinct. Alors, avant de terminer l'entretien, j'aimerais bien dire un truc parce que ma carrière, elle a été semée de hasards, de rencontres, tout ça et tout. Alors, pour commencer, donc j'ai signé mon contrat à Marseille. Oui. D'accord? Et le dernier match que j'ai fait à l'Olympique de Marseille, non, j'ai signé à Lyon avec Marseille. Le dernier match que j'ai fait
à l'Olympique de Marseille dans le staff technique, c'était à Lyon. D'accord. Ah, Le dernier match que j'ai joué en tant que professionnel avec Marseille, c'était à à Lyon. À Saint-Étienne. Saint-Étienne. Saint-Étienne, Saint-Étienne. waouh. Ouais, Saint-Étienne. Donc là, après, quand tu arrives dans des moments comme ça, tu te dis, bon, la boucle, elle est bouclée, là. Bah, en tout cas, tu as un périmètre géographique qui est relativement restreint à Oui. Lyon, Saint-Étienne, Marseille, comme étant vraiment le triangle de ta vie. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. C'est Ah, ça. c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ouais, Alors, question mitraillette, faut répondre à l'instinct, sans ouais. réfléchir. C'est parti. J'ai jamais réfléchi, de toute façon. Ouais. Bah, tant mieux. Parfait. Parfait. Alors, qui est ton meilleur ami dans le foot? J'en ai pas. Quel est le meilleur attaquant que tu as affronté? Mariner, il D'accord. jouait à Ipswich, Et pourquoi? D'accord. Pourquoi? parce qu'ils nous ont défoncés. On a perdu 4-1 chez nous en Coupe d'Europe et on a perdu 3-0 chez eux là-bas. D'accord. Et tu fais un bon match d'ailleurs, hein. Il me semble que contre Ipswich, effectivement, tu prends 4 buts, mais tu aurais pu en prendre 10. Ouais, c'est ça, ouais. Mais toujours, un jour j'ai fait un match à Bordeaux, on a perdu 7-1 à Bordeaux. On était en fin de tableau, on est descendu d'ailleurs cette année-là. J'ai été le meilleur homme du match. Ah, 7-1, Et on a d'accord. perdu 7-1. Alors, Wow. t'imagines si j'avais eu un peu de. Quelle était pour toi la plus belle moustache dans l'équipe de Saint-Étienne? Des années 76 ou des Ah, miennes? tu as le droit de choisir les années Tu 70 ou les choisis. années 80, comme tu veux. Alors, 76, c'était Lopez. Et 80, c'était moi. D'accord. Quel est ton match cauchemar? Le match, tu travailles, t'en as des sueurs froides quand tu y penses. La Pologne. Pologne. D'accord. Le geste technique spécial Castaneda, c'est quoi la spécialité de Castaneda en geste technique? Alors, en geste technique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait beaucoup de gestes techniques. Moi, geste technique, pour moi, ce serait ma prise de balle. Quel est ton plus bel arrêt? Mon plus bel arrêt, j'en ai fait tellement. Euh, non, je sais pas, je sais pas. Non, d'accord. Quelle est l'équipe que tu détestais affronter à Paris Switch? Ouais, je déteste affronter, c'était Auxerre. Et Auxerre, pourquoi? ils ont pas. Ben, parce que c'est pas agréable de jouer contre eux, c'est tout du marquage individuel, ils sont pas, je sais pas, c'est pas l'esprit que j'ai du football, quoi. C'est pas les types, il fallait qu'ils fassent 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche, ils faisaient pas 11, ils faisaient pas 11, ils faisaient 10-10, quoi. C'était pas, c'est pas inventif, c'était pas, C'était pas instinctif, c'était pas du tout instinctif, c'était vraiment millimétré. voilà, c'était puis, avec un Giroud qui était, T'aimes pas Giroud, hein? On sent que t'aimes pas si, Giroud. je l'aime bien, Giroud, mais bon, il n'est pas, ce qu'il a fait, c'est incroyable, hein, c'est énorme, tu peux pas lui reprocher ça, mais après, sa façon d'être toujours en train de pleurer, toujours en train de dire on gâche pas, toujours en train de se plaindre, Ouais. c'est pas, voilà, c'est pas l'esprit que j'ai du foot et des gens, quoi. Marseille ou Saint-Étienne? Les deux, mon capitaine. Ah oui, alors que t'as passé qu'une seule saison à Marseille, tu mettrais les deux sur le même. Non, Enfin, une seule saison en tant que joueur, je veux dire. oui, mais après, c'était Marseille. Moi, l'époque où j'ai vécu à Marseille, et puis j'y suis toujours d'ailleurs, hein, c'est un signe, hein. Et d'ailleurs, j'ai plus vécu de temps ici à Marseille qu'à Saint-Étienne, hein. Mais Marseille, c'est des joies, j'allais dire, extra-sportives. Hmm. C'est l'ambiance, C'est la ville, comme tu c'est disais, vrai c'est que, l'extra, la ville, l'ambiance, les gens. voilà, c'est extraverti, c'est méditerranéen. Tu as la mer, tu as la montagne, tu as les gens qui sont capables de t'insulter aujourd'hui et te porter en triomphe demain, quoi. Et puis après, quand tu es un peu en retrait de l'événement, puisque bon, malgré tout, quand tu es entraîneur, tu es un peu en retrait, tu peux voir ce qui se passe autour. Mais quand Ouais. tu es dedans, c'est-à-dire que tu es acteur, tu penses à t'entraîner, tu penses à jouer des matchs et tout, tu vois pas trop ce qui se passe autour. Moi, je l'ai vécu quand j'étais pas encore dans l'effectif pro, quand j'étais amateur, mais ça a été éphémère, quoi. Ça a duré 3-4 ans. Hmm. J'ai enclenché dedans, quoi. D'accord.
Mais sur un match Marseille-OM Saint-Etienne, tu es partagé? Alors, je suis partagé. J'ai 3 garçons. J'en ai 2 qui sont supporters de Saint-Etienne et un de Marseille. D'accord. Alors, c'est tendu à la maison quand il y avait les matchs. Mais moi, ce que j'aime, c'est maintenant, c'est de voir des beaux Des beaux matchs, matchs. quoi, hein. Ok. D'accord. L'autre fois, j'ai regardé Lyon-Saint-Etienne. Je me suis régalé. Bon, Lyon a gagné, mais c'était un beau match des 2 équipes. Il y avait quelque chose, quoi. Ça. T'es beaucoup plus sage maintenant qu'avant, quoi. Enfin, t'as une petite Voilà, sagesse ouais. sur les matchs. Ouais, ouais, ouais. Quel est ton meilleur souvenir de joueur? Mon meilleur souvenir, ben c'est le meilleur et le pire, c'est Benfica. En plus, c'est D'accord. l'un des derniers marquants, quoi. Parce que c'est quand même, malgré tout, une demi-finale de Coupe d'Europe devant un public de dingue et un score de fou. Quel est l'entraîneur que tu aurais aimé avoir? Je ne me suis jamais posé la question. Quel entraîneur j'aurais aimé avoir? C'est euh, style Guardiola, style. Comme tu veux, ouais, effectivement. Hein? Ou ça Oui, peut être comme tu veux. Ou ça peut être Gilbert Grèce. Ça peut être Coco Sodo, il n'y a aucun problème. Mais c'est quoi le style d'entraîneur qui t'irait bien, en fait, ouais. Ouais, ben, un entraîneur qui prône le jeu, qui dise à son gardien de but, tu sais, avant de penser à faire une passe au pied, pense à bien les arrêter avec la main, tu vois, parce que maintenant, quand je vois, moi, ils se font des passes dans les 6 mètres entre le gardien, l'arrière droit, l'arrière gauche, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure, il n'y a pas de jeu, moi, j'aimerais avoir un entraîneur qui te dise, va de l'avant, prends des risques, je préfère gagner un match 6-2 plutôt que de gagner 1-0. de faire un mauvais 0-0 ou de gagner 1-0, quoi. Tu as formé des gardiens à l'Olympique de Marseille. Ouais. Quel était pour toi le plus talentueux des gardiens que tu as formés? Ah ben ça, c'est pas compliqué, ça. C'est Barthès. D'accord. Et tu pensais quand tu as commencé à le former qu'il pourrait avoir la carrière qu'il a eue? Alors, Barthès, bon, il est arrivé de Toulouse. Bon, il était un peu foufou. Il a toujours été foufou, hein, mais bon. Et le premier match qu'il fait à Marseille, au Vélodrome, contre Monaco. Et premier ballon qu'il touche, il va pour frapper de son pied gauche, comme ça, hop. Et puis, je sais plus qui arrive en face de lui. Il fait crochet, il fait une passe comme ça à droite. Et devant, il y avait 30 000 personnes. Et à la fin, donc on gagne le match et tout. Et à la fin du match, je suis allé le voir, je dis, tu sais, Fabien, là, tu as risqué toute ta carrière sur ce geste. Ouais. Parce qu'à l'époque, Premier c'était match. un premier match, il rentrait, il était jeune et tout. J'ai dit, mais tu as réfléchi à quoi? Il me dit, ben, à pas grand-chose, mais je l'ai senti comme ça. Je dis, bon, ben c'est bien. Et là, je me suis dit, il est hors sol. Il est hors pression, Ouais. il est dans un autre monde. Et puis finalement, voilà, il a démontré tout le temps que sa philosophie, c'était ça, quoi. C'était l'instant présent, sans réfléchir. Voilà. D'accord. Pour quel autre club tu aurais pu signer, à part Saint-Etienne et Marseille? Là, Lyon, non. Hein? Ouais, Boquel, non. Forcément. Bon, ça, c'est fait. Ouais. Strasbourg non plus. Euh, Pourquoi pas Strasbourg? ouais, il fait trop froid, et puis il y a trop de règles là-bas. Trop de règles? Mais non, Gilbert Grèce, c'est le roi de l'impro. Non, je rigole. Euh, sinon, alors, c'est plutôt par rapport aux villes. Paris, ça m'aurait bien plu. Paris, Ouais. parce que c'est une belle ville, parce que Ouais. c'est Bon, c'est pas Strasbourg, mais c'est une belle ville, c'est vrai. Toulouse. Voilà, pas forcément Barcelone. Voilà, Barcelone. Barcelone, ça aurait pu être sympa, non? Ouais. Ouais, ouais, non, Barcelone, c'est vrai. Barcelone, ça aurait été une boucle qui se boucle. À part El Gato, quel était ton ou tes autres surnoms? J'avais que celui-là. Et qui te l'a Je donné? connais que celui-là. Alors, c'est un match ben, c'est au début. Je crois que c'était le troisième match de Coupe d'Europe à Saint-Mirren, en Écosse. Et le commentateur, c'était Jacques Vendroux Tu as arrêté club. qui m'a donné ce surnom. J'avais fait un grand match là où je me souviens.
C'est un très bon match. Et en fait, El Gato, Jacques Vendroux aurait aimé être gardien de but. Ah, je crois qu'il joue gardien avec le Variété. Ouais, il jouait gardien avec le Variété et il avait une passion pour ce poste, pour les gardiens et tout. Il était très, très proche de Ivan Turkovic. Et donc, quand je suis arrivé dans le vestiaire, forcément, il s'est rapproché de moi. On est devenus amis. Quand tu es gardien de but, tu commences gardien de but, on te dit tu dois être comme un chat devant une souris. C'est-à-dire toujours sur les appuis, toujours à droite, à gauche, regarder, être très attentif. Et donc, forcément, comme je suis espagnol de sang, donc El Gato, tout naturellement, c'est venu. Et sur un match France-Espagne, alors maintenant tu es sage, donc tu diras toujours tu veux un beau match, mais il y a 15 ans, quand tu étais moins sage, ou 20 ans, pour un match France-Espagne, t'es quand même pour la France ou tu as un petit cœur qui bat pour non, l'Espagne? je suis pour la France. Ouais, 100%. Non, je suis pour la France. Ouais, comme Paris, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais quand ils jouent en Coupe d'Europe, je suis pour eux, quoi. Même s'ils jouent contre Barcelone. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, quoi. D'accord. Voilà, je suis avant tout français, quoi. À part tes frictions avec l'arbitre, quelle était la plus belle baston à laquelle tu as participé et ou assisté? Mais moi, je ne suis jamais battu. D'accord. Ah, parce que peut-être que t'en as imposé avec ton 1m88, hein, personne ne voulait t'emmerder. Ouais, je crois que il y a une fois où ça avait été un peu étrange, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être de là que vient ma distance avec Giroud. Un jour, on joue à Auxerre. Et dans nos rangs, on avait un joueur qui s'appelait Pascal Françoise, qui était un joueur qui était gentil comme tout, mais sur le terrain, c'était une purge. Il était tout le temps mais pas pour nous, pour les adversaires. Ouais. Il était tout le temps en train de gna 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 gna. Enfin, ils Le genre de mec que tu vas avoir dans ton équipe, quoi. Voilà. À la mi-temps, on rentre, je ne sais même plus le score, c'était pas important. Et on rentre, et j'entends un grand bruit derrière moi. Et donc, je me retourne et je vois passer un objet noir non identifié, comme ça, dans le couloir. Je regarde par terre et je vois Pascal Françoise qui avait le nez en écharpe, il saignait et tout. Et tout de suite, je comprends que l'OVNI, l'objet non identifié noir, c'était Boli. Non, ok. Qui avait mis un coup de tête à Pascal Françoise. Dans les et couloirs. Donc, moi, je pars en courant derrière et je rentre dans le vestiaire d'Auxerre. Et donc, tous, ils m'ont vu arriver comme ça, mais j'étais un peu excité, quoi. Et là, il y a Guiraud, il me fait comme ça. Non, grand, n'avance pas. Ah ouais? Je le prends et je le déposais comme ça. Il dit, laisse-moi passer. Il est où, Boli? Alors, tout le monde dit, ben, on ne sait pas, on ne l'a pas vu. Et tout. Et puis, bon, après, c'est redescendu obligé. Et donc, on finit, je rentre dans mon vestiaire, tout, l'arbitre nous convoque. Giroud a été d'une classe énorme. Il a dit, donc il y avait l'entraîneur, il y avait Giroud, il y avait notre entraîneur, c'était Kasper Zak, il y avait Laurent, le président hein. Et puis Giroud, il arrive dans le vestiaire de l'arbitre et tout. Et puis alors, moi j'ai dit, il y avait Françoise qui avait le nez qui était tordu. Hein. Puis il y avait Boni aussi. Qu'on avait retrouvé entre-temps. Hein. Alors je dis, monsieur l'arbitre quand même, monsieur le délégué, il ne s'est pas fait ça tout seul et tout. Alors Guillaume, il dit, tu me permettre, voilà. Dans le couloir, il y a 10 flics qui sont là, qui sont prêts à jurer sur ce que vous voulez, qu'il est tombé, il s'est fait un croche-pied, il est tombé, il a tapé la tête. Ils sont assermentés, donc vous ne gagnerez pas. Wow. Par contre, si vous voulez, ce qu'on peut faire, là, Pascal, mets-toi un peu d'oxygéné, tout ça, te redresse le nez. Demain, je vous envoie à chacun une caisse de Chablis, et puis on finit le match tranquille. Non. Incroyable. Mais c'est dingue cette histoire. Et ça, c'est un match officiel. Donc tout ça, ça se passe à la mi-temps. Et oui, ça se passe à la mi-temps. Wow. Et peu de temps après, Boli, il est arrivé à
à Marseille. Et donc, moi, j'étais entraîneur à Marseille. Et donc, moi, cette histoire, je l'avais. Et, et donc, je le voyais qui tournait au début, et puis il me dit, Minaudé, ouais. Jean, tu sais que moi, j'étais ramasseur de balles pour la finale Paris Saint-Germain-Saint-Étienne En à, 82, ouais. au Parc des Princes. Ouais, j'étais derrière toi et tout, je te regardais, je t'admirais, tout ça, et tout. Je dis, bah ouais, malheureusement, on a perdu, oui, c'est dommage, mais enfin, bref, tout ça. Et puis il me dit, et tu te souviens de ce match? Je dis, quel match? Il me dit, ouais, où Pascal François Françoise est tombée par terre. il est tombé par terre et il s'est cassé le nez. Je dis, ouais, je me souviens. Et tu étais où, toi? Il me dit, ben, quand tu es rentré dans le vestiaire, je me suis enfermé dans les chiottes. J'étais dans les chiottes comme ça et je priais pour que tu me trouves pas. Génial. Voilà, Et surtout quand on connaît le gabarit de Basile Boli et la crainte qui a inspiré à la plupart des autres joueurs dans les années après à Marseille, c'est quand même incroyable. ouais. Et donc, ouais, mais là, il a confessé à demi-mot, quoi. Ah ouais, non, mais là. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'après, Pascal Françoise, il était un peu chiant quand même. Mais bon, ça mérite pas de me casser. Hein. Ouais, et puis et aucune réaction de la part de l'arbitre. Ouais. Ouais. Ouais, mais l'arbitre, Incroyable. il était comme moi, il n'a pas vu, quoi. Ouais, mais nous c'est des histoires qui aujourd'hui, ce serait impensable, quoi. Non, c'est Ouais, parce qu'il y a impossible. il y a des caméras partout. Ouais, ouais. Mais bon, c'est ces histoires-là qui sont marrantes, quoi. Je veux Bah, dire, Ouais. c'est ça. Alors, on adore je veux ces dire, nous, histoires. quand on allait jouer à Nîmes, ce stade, Le stade des Costières. Les Costières. Les Costières. ouais, quand on allait jouer au Costières, on peut raconter des histoires, hein. Quand on allait jouer à Bastia, enfin, bon, c'était des endroits marrants, quoi. Mais ça arrivait souvent dans les couloirs ce genre de petits coups bas? Non, ça n'arrivait pas souvent. Non, c'est des anecdotes qui. Bah, si ça arrivait souvent, ce serait plus des anecdotes. Ce Ouais. serait... Bien sûr. Alors maintenant, je pense que ça doit plus arriver, hein, parce qu'avec le monde qu'il y a, et puis les caméras qu'il y a dans les Ah, et il y a tous les des matchs caméras sont partout. retransmis. Je suis Ouais. pas sûr que cet Ouais. Auxerre Saint-Étienne, il était retransmis, tu vois. Donc, Ah non, il y avait des foot qui passaient des images de France 3 à Auvergne, c'est tout. Non, enfin, c'est France avec Bourgogne. une qualité pixelisée, on va dire en tout cas. Alors, c'est marrant parce Ouais. que ce que tu dis sur les vestiaires, c'est que ça me rappelle l'anecdote de Bruno Belone qui nous raconte que dans le vestiaire avant France-Allemagne, il s'était pris une tarte de Schumacher. Ah ouais? Ouais. Ouais, qu'apparemment Schumacher l'avait bousculé avant le début du match et que Schumacher avait l'air complètement possédé avec les yeux injectés de sang, etc. Ouais. Non, il n'était pas possédé, il était drogué. Ouais. Ouais. Et toi, tu l'avais remarqué ça aussi? Non, parce que j'ai pas. Peut-être qu'il a eu peur de moi. D'accord. Alors, dernière question, on va te relâcher. La plus grosse fiesta que tu aies faite après un match ou après un championnat ou après une compétition? J'avais pas besoin de grands matchs, de compétition pour faire des fiestas. D'accord. Ah, la plus grosse fiesta Non, hors mais, compétition, après compétition. La plus grosse fiesta. Là où tu t'es retrouvé dans une poubelle, tu vois, et tu sais pas trop pourquoi. alors, avec le foot, pas trop. Par contre, parce que moi, j'ai des amis qui étaient rugbyman, qui sont toujours rugbyman, enfin, qui jouaient rugby. Donc là, j'ai fait des trucs. Et par contre, j'en ai fait une grosse avec les handballeurs de l'OM Vitrolles Handball. Ah oui, qui était une D'accord. grosse équipe, qui était une très très grosse équipe. Ils ont été champions d'Europe Ouais. quand nous, on a été champions d'Europe aussi. Et on a fait le tour du Vieux-Port ensemble. Donc, il y avait Gardan, il y avait Van, il y avait Richardson, il y avait Martini, il y avait. Ouais. C'était les Barjots, ouais. C'était des Barjots, complètement des Barjots. Et là, on était à Aix, on avait fait une grosse festa. Il y avait 2-3 footballeurs aussi. Et c'était qui le plus gros fêtard dans toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, celui qui était vraiment connu comme étant un solide Alors, il y a deux choses. Il y a fou et solide. Alors, solide, je dirais Dimitrov. D'accord. Sans cliché, on est sur des pays qui sont solides. Ouais. Qui sont solides, qui sont très solides. Pour après, des fous. Moi, je sais que quand on était
en deuxième division, on avait une équipe où il y avait pas mal de fous quand même. Hein. On était tous un peu fous quand même. Hein. Il y avait Didier Gilles, il y avait Ouais. Pascal Françoise, il y avait Peslon. Bon, moi, j'essayais de les calmer, mais j'y arrivais pas. Donc, je leur montrais la voie. Non, mais c'était. J'ai l'impression que tu as des très bons souvenirs de cette équipe de seconde division et de la montée, en fait. Ben ouais, parce que en fait, la première année, on fait un mauvais début de championnat. Bon, nous, on sortait d'une saison, quand tu descends, c'est une Ouais, galère. Ouais, c'est En horrible. plus, on avait fait les barrages contre Paris, Contre contre le le Racing, Racing. ouais. On fait match nul là-haut, on perd 2-0 chez nous. Enfin, voilà, on a fait la totale À l'envers. moins. Et, et on fait un début de championnat où on est à la ramasse. On fait 4-5 matchs et on avait l'ambition de remonter. Et après, on a fait une série de 23 matchs sans défaite. 23 matchs sans défaite, on avait 10 points de retard sur Nice. Et à 3 journées de la fin, on avait 2 points d'avance sur Nice. La Wow. remontée qu'on a fait. Et Nice, il marchait bien. Quoi. D'ailleurs, ils sont montés à la fin de l'année. Puisque nous, on a perdu l'avant-dernier match et ceux qui sont montés. Et après, on a fait les barrages contre Rennes et on a perdu aussi. Quand tu gagnes les matchs, quand tu perds pas 23 matchs, ça te fait quoi? Ça te fait 6 mois où tu perds pas. Ouais, 6 mois Tu joues, de down fire, de complètement en feu, quoi. Ouais. voilà, tu fais la Coupe de France, tu fais des matchs comme ça contre Lens, contre Lille, qui eux sont en première division, qui ont des supporters de fous et que tu arrives à faire des machins de malade. Tu joues contre Nice en Coupe de France, tu les bats 4-1 chez eux, tu les bats 3-0 chez nous, tu vois, on marchait sur l'eau, quoi. Et forcément, après, quand on faisait les collations, normalement, tu l'as fait au stade. Oui. Mais là, on le faisait chez un joueur. Chaque semaine, avant le match, à Saint-Étienne, il y a un joueur. Moi, je disais, allez, aujourd'hui, le match, on fait la collation chez moi. Donc, c'est ma femme, c'est les femmes des joueurs qui venaient, qui préparaient la Avant le match. collation. Ouais, avant le match. Wow. À 4h. 4h, on joue à 8h le soir, 8h30. Et parce qu'on était bien, et après, on arrivait sur le terrain, on était des avions de chasse, quoi. C'est intéressant ce côté un peu parodie perdue, l'insouciance, le plaisir de jouer et l'amitié, quoi. Voilà. Oui, ça crée des liens voilà, quoi. C'est indélébile, quoi. Ouais. Ça crée de la complicité. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta carrière? Le meilleur conseil, ben, je l'ai reçu plusieurs fois, et c'est toujours le même, c'est le travail, c'est le travail, quoi. Ça a commencé par mon père, ouais, c'était les entraîneurs, c'était, voilà, quoi. Faut jamais rien lâcher, quoi. Faut toujours travailler. Après, t'as le talent, un peu, parce que le travail sans talent, ça sert à rien. Le talent sans travail, ça sert à rien. Et puis après, c'est la chance. Et la chance, c'est incroyable, quoi. Parce que bon, moi, je pense que j'en suis un peu le symbole de la chance. Parce que ce qui m'est arrivé au début de ma carrière, c'est sans chance, voilà, quoi. Je veux dire, si la femme du gardien qui est au-dessus, elle se plaît à Saint-Étienne, ben, c'est lui qui est à ma place aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, et puis toi, tu lances des roquettes sur des chars. Ouais, en Ukraine, c'est en Ukraine, là. Exactement. Bon. C'est vrai qu'il y a un petit changement de paradigme, quoi. Ça, c'est Ouais, sûr. voilà, c'est ça. Plutôt Barthez ou plutôt Kurkovic? Ah ben ça, c'est pas gentil comme question, Ouais, ça. c'est jamais gentil avec nous. Ouais. Alors, je vais te répondre simplement. Kurkovic, c'est mon père et Barthez, c'est mon fils. Ah, c'est bien. D'accord, La ok. famille. Joli, Voilà, c'est la très famille, joli. Très très joli. Quel est l'héritage que Jean Castaneda lègue au football? Ah ben ça, bon, je suis pas mort. Hein. Mais pour le foot, pour le foot. Le Ouais, plus tard possible, bien sûr, ouais. mais c'est la question qu'on pose à tout le monde. Hein. Ben, je sais pas, parce que je sais que j'ai fait des choses, des belles choses, des choses qui ont marqué, des trucs comme ça, mais je sais pas mesurer l'héritage. Tu vois, l'héritage, je sais pas. Et, et j'ai rencontré il y a pas longtemps, puis on est devenus un peu amis, Corti. Je sais pas si tu connais Oui, Corti, bien sûr. Thierry. Le Oui. DJ? Philippe, pardon, Ouais, Philippe. Philippe Cortier. Ouais. Et lui, on s'est rencontrés, on jouait aux boules. Ouais, parce que moi, j'ai une passion aussi, c'est les boules.
et on jouait au boule. On avait déjà des gens qui nous ont invités à faire un gentleman de boule. Ouais. Et ils me disaient, mais Jean, tu te rends pas compte? Je dis, rends compte de quoi? De ce que tu as apporté au football français, ce que les gens ont fait grâce à toi, pour toi, fait tout ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à mesurer tout ça, quoi. Alors, c'est pour ça que, à ta question, l'héritage, je sais pas, après, voilà, quoi, c'est pas de l'argent, quoi, C'est de l'intangible, hein, c'est de l'intangible. Voilà, c'est de l'intangible. Donc, chacun prend ce qu'il veut. Et puis tant mieux s'il y a beaucoup de gens qui prennent un peu de ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu es allé revoir ta rebouteuse? Non. La pauvre, elle était déjà bien fatiguée, mais elle était bien plus âgée que moi de l'époque. Mais alors moi, je l'appelais la sorcière. C'est bien plus positif que la rebouteuse. Ah bah bravo. Ouais. Non, mais parce que en plus, c'était une dame qui était adorable. Et puis moi, j'avais un peu peur des rebouteux hommes. Non, ils sont costauds, ils peuvent te casser. Toi, déjà que tu es un peu cassé, ils peuvent te tordre complètement. Et une femme un peu mamette, tu vois, je me suis dit, si j'ai quelque chose, elle ne pourra pas faire grand-chose aussi, mais elle ne pourra pas l'aggraver, quoi. Tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'elle ressemblait vraiment à une sorcière ou c'était une femme normale? Non, mais moi, je l'appelais sorcière parce qu'elle faisait des trucs. Pascal Françoise, un jour, il s'est fait une entorse. Il s'était fait péter nez, je crois, une fois, et il est allé la voir. Il avait une entorse de fou comme ça. Il était allé la voir une semaine et demie après, il n'y avait plus rien. Il était. Mais c'est incroyable, ces histoires, quand même. Ouais, elle était très, 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 très forte. Hein. Mais alors, c'était quoi? C'était des emplâtres? C'était des potions? J'essaie de comprendre. Elle m'a pris le muscle comme ça. Elle a touché parce qu'elle me dit c'est des fibres qu'il faut remettre en place pour qu'elles se ressoude rapidement. Donc, elle m'a géré, quoi. touché. Hein? Elle t'a géré, quoi. Massé, voilà, elle m'a remis les fibres en place musculaires et ça a marché. Et t'étais superstitieux? Non, j'avais des habitudes. Hein. Je mettais toujours la chaussette gauche, après le pied. Enfin, voilà, mais c'est pas de la superstition, c'est des habitudes. Hein. J'avais pas toujours le même slip. Mais t'avais ton maillot fétiche, ce genre de truc? Maillot fétiche, j'ai beaucoup copié sur Yvan. J'avais des chaussettes blanches, j'avais un short noir, un maillot bleu ciel, voilà. C'est plutôt lui qui était superstitieux et j'ai pris sa superstition. D'accord. Voilà. C'était super, Jean. Vraiment, c'était exceptionnel de t'avoir aussi longtemps. On a quand même passé presque 3 heures ensemble, donc merci. C'est pas vrai. C'est fou, hein? Ah ouais? Ouais. Non, merci. C'est une très belle rencontre pour nous, en tout cas pour magnifique. moi. Gros fan de foot et honnêtement, Jean, je leur dis, mais c'était une très belle rencontre là aujourd'hui avec toi. Franchement, très beau moment. Merci Jean. Très bonne soirée et va te réchauffer, hein, parce que j'espère que tu n'as pas attrapé froid à cause de nous. Allez. Merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, c'est vrai. Merci Jean. Très bonne soirée et bon week-end. Au revoir. Merci. C'est la fin de ce deuxième volet et de notre cycle avec Jean Castaneda. Merci Jean pour ces merveilleux moments. On a passé quelques heures vraiment formidables. Merci pour ton humour et pour la générosité avec laquelle tu as rassemblé tes souvenirs pour le podcast des légendes. Merci à Shan Petrosian de nous avoir fait partager ces incroyables archives pour nous aider à préparer cette interview. Encore merci à toi. Je vous rappelle, comme toutes les semaines, que vous pouvez nous laisser une petite évaluation positive, 5 étoiles sur les plateformes de podcasting. Ça nous aide énormément. Ça nous permet notamment de figurer tout en haut des classements et bien sûr d'être recommandé à d'autres auditeurs, ce qui nous permet de faire grossir le podcast et d'inviter toujours plus d'invités prestigieux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou alors sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver nos vidéos, tous nos anciens épisodes ainsi que de formidables articles écrits par Johan Sonnet, comme nos articles sur l'Euro 84, sur l'épopée des Verts et plein d'autres encore. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.